Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité Alain Jakubowicz. Bonjour. Bonjour. Avocat et militant antiraciste, vous avez été président de la LICRA. Vous êtes aussi passé par la politique comme adjoint de Michel Noir à la mairie de Lyon. C'était de 1989 à 1995 et c'était en tant que délégué aux droits de l'homme. À votre actif aussi, surtout des procès retentissants. Vous avez plaidé au nom des partis civils dans les procès de Klaus Barbie, de Paul Touvier, de Maurice Papon. Vous avez également défendu des familles des victimes de l'incendie du tunnel du Mont-Blanc, celles des victimes du vol Air France 447, aussi Karim Benzema ou encore Nordal Lelandais. C'est éclectique. Voilà, tout à fait. Hein. En tout cas, une carrière d'avocat, Alain Jakubowicz, que vous avez débuté à 23 ans, c'était en 1976. Alors, avocat, c'est un hasard ou c'est une vocation? Ou c'est votre maman qui vous a dit avocat ou médecin? C'est pas un hasard, c'est une nécessité. Nécessité. En fait, ma maman a retrouvé une rédaction du CE2, je crois. Et à l'époque, les instituteurs étaient moins imaginatifs que les maîtres des écoles d'aujourd'hui. Et la question qui était posée dans la rédaction, c'est quel métier veux-tu faire quand tu seras plus grand? Eh bien, moi, je voulais être avocat. Ah oui. Et c'était vraiment le plus jeune jeune âge. 7-8 ans? Oui, mais c'est quelque chose que j'avais entendu de mon propre père. La tradition familiale raconte que mon père aurait voulu être avocat et que la guerre l'en a empêché. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, en tout cas l'histoire me plaît. Et votre l'apprends. père était dans les Schmattès? Mon père était dans les Schmattès, il était pantalonnier, il fabriquait des pantalons, une usine de pantalons, et ensuite il s'est spécialisé dans les pantalons de ski, il fabriquait des fuseaux. Des fuseaux, hein. Voilà. Et bien oui, la montagne, Lyon. Et ben voilà. Hein. Et donc vous êtes un skieur, invétéré. Invétéré, c'était rare à l'époque. Non, moi j'ai commencé à skier à l'âge de 5-6 ans. Ouais. 5-6 ans, ouais, c'est bien. Et alors d'abord, puisque c'est le principe de l'émission, Alain Jakubowicz, un mot sur votre parcours. La jeunesse, quoi. Est-ce qu'on peut dire que sans les livres, sans la culture, sans l'école républicaine, vous seriez le même Alain Jakubowicz aujourd'hui? Non, évidemment, je ne serais surtout pas le même si je venais pas de là où je viens. Sans savoir où je vais. On va en parler d'où. Mais non, bien sûr, et puis l'école de la République, bien sûr, je dirais comme tous les enfants de ma génération. Hein, je suis né dans les 30 Glorieuses. Voilà, l'école de la République, c'est tout. C'est le maître. Moi, j'étais à l'école jusqu'en mai 68. Moi, j'avais une blouse à l'école. Hein, il faut quand même s'en souvenir, avec effectivement des maîtres qui étaient rigoureux, mais qui étaient justes. Et qui étaient respectés. Ils étaient respectés parce qu'ils étaient respectables. Pourquoi ils ne sont plus aujourd'hui? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que mes maîtres à moi et maîtresses étaient respectables et je les respectais. Ça veut dire que l'école de votre enfance, l'école républicaine de votre enfance, elle n'existe plus? L'école communale, comme on disait à l'époque. Après. L'école communale. Écoutez, non, moi, je n'ai pas envie de dire qu'elle n'existe plus. Vous étiez à Villeurbanne, hein? Moi, j'étais à Lyon, dans le 6e arrondissement, et à Villeurbanne. Mais non, moi, je ne veux pas dire qu'elle n'existe plus. Il y a encore des maîtres, alors on ne les appelle pas comme ça, qui sont exceptionnels, extraordinaires. Et je veux le dire et je veux le souligner, parce que j'aime pas cracher dans la soupe. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas beaucoup aidés. Et ils ne sont pas beaucoup aidés, ils ne sont pas beaucoup respectés. Hein? Non, mais vous savez, ceux qui savent se faire respecter, ceux qui sont respectables. Non, je parle de respecter par les Français en général. Pas... Oh, mais non, ça, c'est général. C'est la police, c'est les avocats, c'est les journalistes, c'est les professions qui... Jadis, lorsque vous disiez que vous étiez journaliste, maître, professeur, etc., déjà en soi, c'était une position sociale. Il n'y a plus de position sociale. Il n'y a plus de position sociale. Il n'y a que des appartenances ethniques et communautaires. On va en reparler. Il y a aussi, aujourd'hui, la contestation de certains cours, de la transmission d'un savoir. Tout ça, ça mène à quoi? Ça mène à la situation qu'on connaît aujourd'hui. J'imagine qu'on va en parler un peu. Oui, parce qu'il y a des cours, on peut plus, des écoles, on ne peut plus enseigner la Shoah, et même la théorie de l'évolution, c'est terminé. Je ne sais pas si c'est terminé. Je crois qu'effectivement, il y a d'énormes problèmes, c'est évident, mais moi, je suis d'un naturel optimiste. Je suis un Ashkénaze contrarié, donc je veux garder une forme d'optimisme. Un Ashkénaze contrarié, ou comme disait... comme on l'a dit comme Pierre Goldman s'est défini lui-même, un juif polonais né en France. Non, moi je suis
Non, je suis pas un juif polonais. Je suis un juif né en France. Né en France. Alors justement, ça nous conduit à parler de votre parcours, Alain Jakubowicz. Vos parents ont choisi la France pour fuir l'antisémitisme. Alors, c'est surtout mes grands-parents. Vos grands-parents. Mon grand-père paternel avait déjà... C'est une histoire, c'est une blague juive, elle est tout seul, mon grand-père. Ah bon? Il est né en Pologne, il était dans l'armée polonaise. Quand il est rentré dans son shtetl, il y avait eu des pogroms. 14. Voilà. Ouais. Après, tout de suite, après 14, il y avait des pogroms. Il a dit, moi, je reste pas dans un pays où on massacre ma famille. Donc, il est parti, il est allé où? Devenez en Allemagne, à Breslau, qui est redevenu Wrocław depuis... bon, c'est là que mon père est né. Et donc, il était heureux en Allemagne. En Allemagne, il avait créé sa boîte. Et puis, en 1933, eh bien, Hitler prend le pouvoir. Et mon grand-père, il avait du nez. Donc, il a tout de suite quitté l'Allemagne. 1933, il quitte l'Allemagne avec ses 3 enfants. Ouais. Et il va où? Dans la patrie des droits de l'homme, chez Voltaire. Donc, il n'avait jamais entendu parler heureux comme juif en France. Alors, il est arrivé en France. Il était heureux en France. Et puis, il y a eu, vous savez, c'est l'histoire de la blague à la fin. Et il dit à sa femme, dis-moi, Sarah, tu crois pas que tu me portes la poisse? Voilà, c'est l'histoire. Alors, ma mère, c'est des intellectuels autrichiens. Mon grand-père était un joueur d'échecs. Germanophile jusqu'à son dernier jour. Les Allemands l'ont chassé de chez lui. C'était un amoureux de l'Autriche. Il habitait en Autriche, à Vienne? À Vienne, évidemment. Son frère était avocat à la cour de François-Joseph. J'ai dans mon bureau, lorsque je suis devenu avocat, mon grand-père... C'est pour ça que vous avez voulu devenir avocat. Mon grand-père a demandé à l'université de Vienne un duplicata du diplôme de son frère. C'est écrit en latin « Davidem Aronem Rosenbaum ». Ça n'a pas de la gueule, ça. Un Rosenbaum, ça veut dire quoi? Le bois de fleurs? Rosenbaum, absolument. Et donc, ma mère est une fille Rosenbaum, née à... C'est une vraie Wienerich, comme on dit. Et donc, vous êtes... un mélange détonnant. Polonais, autrichien. Alors, cette culture, ce creuset familial, ces origines, ça a compté pour vous? Ça compte toujours pour vous, Alain Jakubowicz? Évidemment, et ça compte pour mes enfants, et désormais ça compte pour mes petits-enfants. C'est l'histoire du peuple juif que nous incarnons et que nous reproduisons, voilà, avec ou sans religion. Chez moi, c'est sans. Chez mes grands-parents, c'était avec. Je crois que vous dites juif libéral, c'est vrai ça? Moi, je me dis juif. Moi, j'aime pas non, mais par rapport à la religion. Je suis pas un grand pratiquant, ni je dois dire un grand croyant. Vous avez le chai autour du cou. Mais ce chai, c'est ma maman qui me l'a offert lorsque j'étais enfant. Ce chai, il ne m'a jamais quitté, il me quittera jamais. Mais en revanche, j'ai des enfants et des petits-enfants qui font, eux, un retour. Certains, d'autres non. C'est ça d'être juif. 10 petits-enfants. 10 petits-enfants. Ouais. Ça commence grâce à Dieu, c'est ça. Alors parlez-nous justement de vos parents, de votre enfance. Qu'est-ce qui vous reste d'eux? Qu'est-ce qui vous reste de votre enfance? Il me reste tout. Il me reste tout. La façon dont j'ai été façonné, la façon dont j'ai découvert mon judaïsme. Comment vous l'avez découvert? Grâce aux antisémites? Par des non-dits. Non, écoutez, vous savez, moi j'ai toujours été un militant depuis que je suis gosse. Moi je suis un enfant... Pas seulement de 68, je suis un enfant de 67. De la guerre des 6 jours. De la guerre des 6 jours. Moi, je suis allé en Israël, mon père était très sioniste, je suis allé en Israël en 1964 pour la première fois. Donc j'ai connu Israël avant la guerre des 6 jours. Je suis allé à Jérusalem. Rien à voir avec Israël d'aujourd'hui. Évidemment. Donc Israël qui n'avait plus en fait, moi, je suis devenu ce que je suis venu grâce à 1967, la guerre des 6 jours. J'ai découvert les sabras. J'ai découvert une fierté d'être juif. J'ai découvert qu'on pouvait être juif sans être dans une file d'attente avant la chambre à gaz. Vous avez quoi, 13-14 ans hein? En 1967 ouais. Ah non, non, en 64, j'ai 11 ans. Non, quand je vais en Israël. 67, 76, j'ai 14 ans. 14 Et là, effectivement, ça marquera ma vie, comme tous ceux de ma génération d'ailleurs. Hein. Mais Israël 64 Israël 64, c'est la découverte. C'était bon. Personne ne parlait hébreu en Israël en 1964. On parlait français ou yiddish. Voilà, j'ai un souvenir. Là, on retrouvait la famille que mon père avait perdu de vue depuis la guerre. Donc c'est un autre moment. Je suis arrivé sur le Théodore Herzl parce qu'à l'époque on allait en Israël en bateau.
À Haïfa. et à Haïfa, évidemment, et j'ai vu la descente de ces gens qui, pour moi, embrassaient le sol, retrouvaient des proches qu'ils n'avaient pas vus depuis la guerre. C'est un moment qui m'a incroyablement marqué, qui marque un jeune adolescent. Hein, j'avais que 11 ans. Et je vous sens encore quelque chose de très fort. Oui. Parce qu'après, je me souviens, un cousin était venu nous chercher et on a fait la route. La route, il y avait encore les vestiges des véhicules blindés de la guerre d'indépendance. En arrivant à Jérusalem. Voilà. Mais même sur la côte, pour aller de Haïfa à Tel Aviv, à l'époque. Ouais. Sur quelque chose qui était vaguement une autoroute, quand on voit ce que c'est aujourd'hui. Ou même vaguement une route. Hein. Voilà. et donc, je vous disais, est-ce que c'est l'école qui vous a fait, l'école républicaine, mais c'est aussi vos racines, hein? Écoutez, franchement, je veux dire, moi, je me suis fabriqué mon racisme. Non, je raconte... vos racines. Ah, mes racines, pardon, je croyais que vous parliez du racisme. Non, vos racines. Mes racines, bah, évidemment, mais comme tout être humain. Ouais. Nous, on a la chance d'avoir des racines qui sont fortes, et tous les enfants, malheureusement, n'ont pas cette force, mais c'est de là qu'on la tire. On tire pas ces forces des branches, on les tire des racines. Hein. Et je crois que cette métaphore de l'arbre, elle est tellement vraie. D'ailleurs, un de mes petits-fils a fait sa bar mitzvah ce dimanche. Eh bien, dans la kippa qui était offerte et dans l'invitation, ma fille a choisi un arbre généalogique. Voilà, et maintenant, il commence à... On dit tout. Ah, c'est un beau volume. Un beau volume. Hein. Un beau volume. Parce que c'était rare en 64. Voilà. Hein. C'était très rare. Il en restait peu. Enfin, en tout cas, pardon, c'est ce qui vous a conduit à militer à la LICRA. Hein. Mon père militait à la LICA avant-guerre. Oui, LICA. La LICA qui faisait le coup de poing contre les fachos. Hein. Mon père, il y allait. Hein. Et c'était effectivement une LICA extrêmement militante. Il est resté militant après-guerre. Et moi, je suis rentré à la LICRA comme on rentre dans sa famille, quoi. Et ça a été ma famille pendant des décennies, jusqu'à en devenir effectivement le président, qui reste un moment émouvant de ma vie. Ça a duré 7 ans, c'est ça? Voilà, j'ai démissionné au cours de mon dernier mandat. Et alors, les premiers souvenirs que vous avez de la LICA et ensuite de la LICRA? Écoutez, moi, vous savez... Donc la LICA, c'était autour de Jean-Pierre Bloch, hein? Bien sûr, moi, oui. J'ai connu évidemment le président Jean-Pierre Bloch, oui. Voilà. Ouais. Et donc, des souvenirs que vous avez de l'époque, des combats que vous avez menés? Parce qu'à l'époque, il y avait, comme vous dites, la bataille contre les fachos. Bien sûr. Il y avait les Juifs d'Urs. Bien sûr. Il y avait tout un tas de combats comme ça, les réfugiés, les Juifs de Syrie, on s'en souvient, tout ça. Ceux qui nous écoutent peut-être ne s'en souviennent pas. Les Falachats, et nous on s'en souvient. Bien sûr. Et donc en tête, vous avez quoi? En tête, j'ai la voix de Jean-Pierre Bloch. Et la voix de Jean-Pierre Bloch, et puis aussi tout ce qui s'est passé autour de la chasse aux nazis, hein, ce qui ont conduit au procès dans lesquels vous avez été avocat. Absolument, et la LICA, puis la LICRA était omniprésente par des hommes qui étaient incarnés effectivement comme par Lecache, évidemment, le fondateur, et par Jean-Pierre Bloch, et tant d'autres d'ailleurs. Mais on peut citer, je vais vous dire, on peut citer aussi Serge Hachdenberg, celui qui a créé cette radio. Bien sûr, il en était effectivement très proche, oui, bien sûr, mais vous savez, on était cousins, à défaut d'être frères forcément sur tous les combats, mais le combat de la LICRA reste fondamentalement pour moi important. Et il est un signe pour moi, je suis un enfant de réfugié, je ne l'oublie pas, ne l'oublierai jamais, et je n'oublie pas non plus, parce que je suis un enfant de réfugié, ce que je dois à ce pays, ce que je dois à la France, avec laquelle je suis parfois, en ce moment, un peu en grande discussion et en délicatesse. On va en parler. Enfant de réfugié, ça veut dire que vous avez aussi en tête ce qu'on dit au moment de Pessard. N'oublie jamais que tu as été esclave au pays d'Égypte. Vous savez, et ça fait un point avec l'actualité. Moi, je ne crois pas au mythe, à la thèse de l'extrême droite, notamment, qu'un père de famille décide un jour de venir dans un pays, quel qu'il soit, pour avoir des allocations familiales. C'est pas vrai. Quand on déracine sa famille, et quand on est un enfant ou un petit enfant de réfugié, comme c'est mon cas, on le sait, même si le contexte est différent, même si les réfugiés d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, bien sûr, si le contexte est totalement géopolitique parce que vous avez différent. En tête, vous savez, on sait, vos parents ne sont pas venus ici pour des allocations familiales. Bien sûr, hein? mais j'ai la faiblesse de dire et de prétendre que c'est encore le cas aujourd'hui. Alors évidemment, l'immigration est totalement différente, le monde n'est pas le même, etc. Mais je ne crois pas que sous les arbres de l'Afrique subsaharienne ou que sais-je encore, on fasse des réunions de famille en disant où est-ce qu'on va immigrer. Tiens, si on allait en France, c'est là que ça rapporte le plus. J'y crois pas trop. Quand on dit ça, c'est du racisme? C'est de la connerie.
Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas loin du racisme à la connerie. Quand on dit ils viennent ici, en gros pour manger notre pain, pour les Ouais, allocations mais ça a familiales. toujours existé. Ouais. On l'a dit des Rital, on l'a dit des Espagnols, on l'a dit des Polacs, on l'a dit de toutes les couches d'immigration. Voilà. Mais, Et ça continue. Et ça continue. Et ça vous fait mal continue. quand vous entendez ça? Oui, ça me fait mal. Moi, j'ai mal à ma France parce que c'est pas ma conception de ce pays, même si encore une fois, il faut relativiser les choses. Bien sûr que le monde n'est plus le même. Très bien, mais il reste des fondamentaux. Il reste des fondamentaux. Et alors, l'un de vos fondamentaux, c'est votre métier, votre passion d'avocat. Comment vous concevez votre rôle d'avocat? Comment vous l'avez conçu tout au long des années? Et quelles sont peut-être les personnes qui vous ont marqué dans votre vie professionnelle? Quels sont les procès qui vous ont marqué? Chaque procès me marque. Vous savez, comme vous disiez j'ai tout à l'heure, l'habitude c'était de assez dire. éclectique. Mais vous savez, les clients, pour eux, vous êtes unique. Quand vous confiez la défense de vos intérêts, tous les intérêts. Vous savez, il y a des procès, j'ai participé à des procès énormes, etc. Mais le petit procès, entre guillemets, c'est le gros procès pour celui qui est concerné. Bien sûr. Et ça, c'est ce que j'apprends aux jeunes chez moi et aux jeunes collaborateurs, aux jeunes avocats. La première question qu'un avocat doit se poser, c'est pourquoi est-ce que cette personne est venue me voir moi ? Me donner son destin, sa vie. Parfois, c'est des peu de choses, mais c'est garder son appartement, c'est son divorce, c'est l'impossibilité de payer ses loyers, c'est voir ses enfants. C'est énorme. C'est une confiance extraordinaire. Ouais. Et donc, je ne m'en blase pas. Et donc, il y a des procès qui ont marqué la France et qui vous ont marqué. Retour sur le procès Barbie, poursuivi pour crime contre l'humanité en 1987, après son extradition de Bolivie. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu en face de vous ce criminel contre l'humanité, celui qui a notamment envoyé les enfants d'Isieux à Auschwitz? La première chose, je l'ai souvent dit, je l'ai dit dans ces remarquables reportages qui ont été faits par France Télévisions, la première chose, évidemment, c'est le regard. C'est le regard de cet homme. Et là, je comprends instantanément comment il était possible pour tous ces témoins de le reconnaître des décennies plus tard. Quand on a croisé le regard de Klaus Barbie et surtout dans les conditions dans lesquelles eux l'ont croisé, c'est pas les mêmes que les miennes. Je comprends qu'on s'en souvienne. Enfin, ces témoignages dans la salle d'audience et qu'on a revu récemment à télévision, c'était tellement fort, tellement fort. Écoutez, c'est grâce au fait que lui-même, comme quoi il était très mal conseillé par un avocat qu'il n'a pas défendu, le conseil de quitter la salle d'audience a été pour lui une bérésina. Le fait qu'il ne soit pas présent à son procès a permis un procès beaucoup plus serein et a permis surtout à ses témoins, et notamment aux femmes, j'ai consacré un livre au témoignage des femmes au cours du procès Barbie, à dire des choses, à définir sous nos yeux ce qu'est le crime contre l'humanité, c'est-à-dire le crime d'inhumanité. Vous savez, dans notre société judéo-chrétienne, lorsque ce sont des femmes qui sont l'objet, la victime de ce manque d'humanité le plus élémentaire, oui, ça parle davantage. Des femmes, des enfants. Bien sûr, mais les femmes qui disent témoigner. Voilà, les femmes qui sont venues témoigner, pour certaines, étaient encore des enfants. Et donc, 38 ans après, vous en avez un peu parlé, mais c'est quoi les images que vous gardez en tête, les paroles que vous gardez en tête de ces témoins? C'est le regard et le rictus de Klaus Barbie. C'est Sabina Zlatin, la directrice d'Isieux. Oui. Et les enfants d'Isieux, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards, c'était des innocents. C'est un cri. Et puis le témoignage de Léa Feldblum, la monitrice d'Isieux, et du petit Zuckerberg qui était dans ses bras, qu'on va arracher à ses bras sur la rampe d'Auschwitz, qui, elle, va survivre, qui va venir témoigner au procès Barbie. Son témoignage est incroyable, on ne comprend rien. Et puis, quelques mois après, elle est morte. Voilà. Ça marque une vie. Ça marque une vie personnelle et une vie d'avocat. Ça marque une société, parce que on en a parlé encore dernièrement, plus de 8 millions de téléspectateurs ont été rendus contemporains de ce procès par le travail de France Télévisions, à qui je tiens à rendre hommage. J'ai activement participé à ces travaux et je peux vous dire le sérieux, la méticulosité,
les moyens qui ont été mis à disposition et avec quel succès, parce que les Français étaient au rendez-vous et ça, quelle bouffée d'oxygène. Et ça restera, et ça reste pour l'histoire. Hein. Bien sûr. Alors, 2 autres procès, Touvier 94, Papon 97, 2 complices et acteurs du régime de Pétain des nazis. Qu'est-ce que vous en retenez aussi? Eh bien, la chronologie. Alors là, France Télévisions a commis une petite erreur parce qu'ils les ont diffusés, ils ont fait Barbie d'abord, ensuite Papon et après Touvier. Non, la chronologie est très importante. C'est Barbie, Touvier, Papon. Le nazi, le milicien, le collaborateur d'État. Et là, ça va crescendo. Et chaque fois que un procès se termine, après Barbie, j'ai dit, Touvier, ça va être possible. Après Touvier, j'ai dit, et j'aurais voulu que ça soit Bousquet, évidemment. Bousquet a été assassiné, ça n'a pas été possible. Ça a été Papon. Et après, il n'y en aura plus. Voilà. Hein. Et je pense qu'effectivement, il y a cette trilogie qui était absolument nécessaire pour pouvoir tourner la page de l'histoire. Encore une fois, c'est ce que je termine là-dessus dans le procès Papon d'ailleurs. Voilà, la page est écrite. Maintenant, on peut la tourner et regarder devant. Alors justement, Touvier, caché, protégé pendant 45 ans, jusqu'à son arrestation en 1989. Protégé, caché avec le soutien de certains milieux catholiques. Papon, qui a pu gravir les échelons au sein de l'administration, de la préfectorale, de l'État français, depuis De Gaulle quand même, jusqu'à Giscard, dont il a été son ministre du budget. Qu'est-ce que ça dit de la France, de l'après-guerre, de l'après-Shoah? Pour Papon, ça dit simplement que le général de Gaulle, lorsqu'il doit reconstruire la France, il n'a pas beaucoup d'hommes pour la reconstruire et qu'effectivement, il est pragmatique. Puisqu'il le savait, hein? Bien sûr qu'il le savait. Bien sûr qu'il le savait. Alors, il n'avait peut-être pas les détails, mais bien sûr qu'il le savait. Et en fait, c'est le pragmatisme qui devait prévaloir. Et c'est normal ou pas? Avec mes yeux d'aujourd'hui, bien sûr que non. Avec les yeux du général de Gaulle qui est en charge de reconstruire la France, moi je m'interdis de le juger. Mais évidemment, sur le plan moral, c'est absolument effroyable. Remarquez, vous savez, on n'a pas de leçon à guère de recevoir parce que Barbie, lui, les Américains, la CIA savaient parfaitement qui il était. Et en fait, ils l'ont récupéré pour rentrer dans la guerre contre les Russes. Et qui a été choisi par les Américains pour créer la NASA. Hein. Donc, c'est vrai que quand on est dans ce type de procès, c'est vrai qu'il faut savoir se boucher le nez. Et parce que c'est pestilentiel. C'est pestilentiel. D'ailleurs, à l'origine de tout, il y a le procès Eichmann. Hein. Bien sûr. Alors, c'est encore un cas différent, le procès Eichmann, mais oui, mais en tout cas, il y a un message qui est important, parce que c'est les prémices de la justice internationale. Et dire à tous les dictateurs, à tous les gens qui torturent leur peuple, qu'ils pourront être jugés, et que, ma foi, ils le sont, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux. On est au balbutiement, mais ça avance. Alors, et je sens que quand vous dites ça, certains qui nous écoutent diront, il y a Netanyahou. Vous savez quand vous dites ça. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut simplement les renvoyer simplement à un cours d'histoire, accessoirement de géographie. Évidemment, bien sûr que chacun va de ses petits amalgames à des fins personnelles et idéologiques, malheureusement. On en reparlera. Au passage, votre passage par la politique en tant qu'adjoint de Michel Noir à la mairie de Lyon, j'allais dire Paris, de 89 à 95. Vous en retenez quoi? Et d'ailleurs, pourquoi ce passage en politique? Alors d'abord, ça a un lien avec le procès Barbie, parce que je vais faire la connaissance de Michel Noir au moment du procès Barbie. Il était à l'époque au gouvernement, je crois. Il était avec un avenir très prometteur, et puis surtout... Il était donné présidentiel. Hein. Mais c'est l'homme qui a dit il vaut mieux perdre les élections que perdre son âme. Ouais. Et pour moi qui suis lyonnais, je vois un jeune homme, oui, bien sûr, immense, avec un charisme extraordinaire et qui a envie de faire avancer sa ville. Moi, je suis avocat à Lyon déjà à l'époque. J'ai un cabinet de droit des affaires. Moi, j'ai envie que ça bouge, quoi. J'ai envie que ça avance. On avait des vieux personnages. Lyon, cette ville centriste avec ses maires qui restent pendant des décennies, etc. Moi, j'étais emporté par cet homme. Et effectivement, nous avons fait connaissance. Il m'a proposé de le rejoindre. Je n'ai jamais appartenu à aucun parti politique. J'ai été heureux, d'ailleurs, lorsqu'il a quitté le RPR, ce qui était une connerie, en fait, puisque ça a été le début de sa fin. Mais bon, voilà, j'ai pas un très grand sens politique, je dois bien le reconnaître. Mais en tout cas, je suis resté fidèle à Michel Noir. Et je vais vous dire, Michel Noir, je le vois toujours. Et vous savez où je le vois? Je le vois à Isieux. Ouais. Parce qu'il a pris des responsabilités, il est le trésorier d'Isieux. Et ça, chapeau bas, monsieur Noir. Parce qu'il y en a d'autres en politique qui ont voulu couper les
les subventions à IGE. Vous vous en souvenez, ça? Qui en sont revenus, qui ne l'ont pas fait. Qui l'ont pas fait. En tout cas, je ne cite pas le nom, mais... Monsieur, on peut le dire, mais c'était l'ancien président de la région, Monsieur Vauquier. Il y a eu effectivement des débuts qui ont été compliqués. On a eu des explications viriles. Et voilà, et toutes les choses sont rentrées dans l'ordre. On sait se parler, on peut se parler, on doit se parler. Alors, votre mandat à la mairie de Lyon, en tant que délégué aux droits de l'homme, il s'est passé quelque chose. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Vous avez contribué à la construction de la grande mosquée de Lyon, inaugurée en 1994. C'est vrai ou pas? J'ai 2 grands réalisations à mon crédit, et celui d'abord de Michel Noir. Un, c'est la création du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, inauguré avec Élie Wiesel et Jacques Chaban-Delmas, qui est un lieu, j'espère que vos auditeurs l'ont visité ou vont le visiter. C'est un lieu magnifique. Je vous raconter, j'y étais au moment de l'inauguration, je me souviens de tous ceux qui étaient là. Il y avait même quelqu'un à l'intérieur qui a écœuré tout le monde, c'était Gollnisch. Oui, il y avait eu un incident, effectivement, mais on a fait un colloque extraordinaire. Et le deuxième... Avec un discours de Michel Noir dont je me souviens qui était extraordinaire. Le deuxième grand dossier que j'ai mené, c'est celui de la construction de la mosquée de Lyon, qui était un vieux serpent de mer dont personne ne voulait. Michel Noir m'a dit, nous allons le faire. Une immense mosquée. Il m'en a confié la responsabilité. Immense mosquée, je crois qu'elle... Oui, je suis l'un des pères de la grande mosquée de Lyon, et je vais vous dire, j'en suis très fier. Ça m'a beaucoup coûté, je peux vous dire que j'en ai pris plein la gueule. De la part de qui? Pas seulement de l'extrême droite. Je veux dire, un jour à Yom Kippour, ma famille est arrivée en 1933 à Lyon, il y a une grande synagogue à Lyon qui est l'équivalent de la Victoire à Lyon, la synagogue du Quai Tilsit. On a le même banc depuis 1933. Mon grand-père, mon père, ses frères. Et à ce moment-là, j'ai été agressé par des gens à l'intérieur de la synagogue le jour de Kippour parce que j'étais celui qui allait construire de la grande mosquée de Lyon. Et vous avez dit, il y a du racisme chez les Juifs? Et j'en ai beaucoup souffert. Et pire que ça, c'est mon père qui en a souffert. Et je peux vous dire que le type qui était venu me voir, à Kippour en plus, il s'est pris... Parce que mon père, c'était un mensch, je peux vous dire. Il s'est pris une chasse. Mais voilà, donc la vie n'est pas en long fleuve tranquille et il y a aussi des cons chez les Juifs. Il y a des cons chez les Juifs, ça c'est certain, il y en a partout. Mais en tout cas, ça veut dire que pour vous, c'est essentiel que les musulmans puissent disposer de lieux de culte. C'est d'autant plus nécessaire que c'était déjà à l'époque la façon, avec plus ou moins de bonheur, mais à Lyon avec du bonheur, de lutter contre l'islam des caves, indigne. Moi, je veux dire, moi, je suis pas un pratiquant, mais moi, si je l'étais, j'ai pas envie d'aller pratiquer, d'aller célébrer mon Dieu dans une cave ou dans un lieu indigne. Voilà, il y a des lieux pour ça, et chez les musulmans, ça s'appelle la mosquée. Voilà. Et c'est normal. Et c'est normal. Et c'est normal. Alors, au passage, il y a eu ce rapport documenté par les services de renseignement français faisant un état des lieux de l'influence des frères musulmans et de l'étendue de leur réseau qui démontre une volonté, d'après ce rapport, fait par d'ailleurs des hauts fonctionnaires, préfets, responsables des services de renseignement français, donc volonté de déstabiliser la République, qui a fait l'objet d'un conseil de défense et de sécurité nationale mercredi. Pour vous, le combat, d'abord, ce rapport, comment vous l'accueillez? Est-ce que le combat contre l'islamisme doit être une priorité? L'islamisme radical. Vous savez, à l'époque, j'avais écrit une tribune que j'avais appelée « Ces 4 petites lettres de malheur ». Les 4 petites lettres, c'est I-S-M-E. Isme. Mais en tout, hein. Isme, oui. Isme. Alors, en tout. Et évidemment, particulièrement, l'islamisme politique, l'islamisme radical, l'islamisme des terroristes, l'islamisme qu'il faut combattre avec la dernière énergie et jusqu'au dernier, mais islamiste, pas musulman. Parce qu'on va vous dire, enfin bon, on dira autre chose. On précise les choses, parce que isme, il y a beaucoup de isme. On précise les choses. Bruno Retailleau, par rapport à ce rapport, met en avant le risque frériste en France, bien sûr, souligne une menace très claire vis-à-vis de la République, et l'objectif ultime des frères musulmans, qui est de faire basculer toute la société française dans la charia. C'est un électrochoc, comme le dit Aurore Berger, un électrochoc. C'est un vieux serpent de mer, on a l'impression. Mais là, c'est un rapport de 73 pages. On a l'impression qu'on découvre le fil à couper le beurre, quoi. Ouais. Qu'on découvre des choses qui sont connues. L'entrisme des frères musulmans est connu depuis que les frères musulmans existent. D'ailleurs, les premiers qui les ont combattus, c'est les pays musulmans. Donc, je veux dire, bien sûr que ces gens sont dangereux. Bien sûr qu'ils ont
une action politique et sociale. En fait, c'est l'équivalent du Hamas à Gaza. C'est-à-dire, évidemment, c'est ceux qui apportent l'aide sociale, qui apportent le soutien scolaire, qui effectivement font le social, dont ces populations ont besoin. Évidemment, il y a une contrepartie. Au sein des clubs sportifs. Bien sûr. Hein, et à la LICRA, on en sait quelque chose. Dans les cités. Bien sûr. Et on nous parle du danger pour les élections municipales l'an prochain. Hein? Oui, bien sûr. Regardez ce qui se passe en Angleterre. Ouais. Je veux dire qu'à partir du moment où une société qui est hyper communautarisée, comme c'est le cas des pays anglo-saxons et notamment de l'Angleterre, bien évidemment, vous arrivez à ça. Puisque le critère, c'est celui de l'appartenance à une communauté religieuse, philosophique, ou que sais-je encore. Puisqu'en fait, la société française est devenue une constellation de communautés. Quand vous dites les frères musulmans, l'équivalent du Hamas en France, hein, oui. Ça veut dire que ça peut déboucher aussi sur de la violence, du terrorisme? Ça peut, parce que vous croyez que ça a attendu mon... Mais c'est ce qui se produit, enfin. Enfin, ouvrons, alors évidemment, on n'en est pas heureusement au Hamas, évidemment. Ouais. Mais d'où vient cette violence de la part d'un certain nombre de ces jeunes gens? Par qui il est initié? Quel est le poison qui leur est inoculé, qui s'appelle l'antisémitisme? C'est une idéologie totalitaire, terroriste, antisémite et anti-France. Oui, bien sûr. Hein? Tout ça qui est anti. Alors, je fais gaffe parce que j'ai pas envie non plus d'aller sur des terminologies d'une idéologie que j'aborde également. Mais c'est une question que je vous posais. Hein? Bien sûr, mais anti-occidentale, clairement. Anti-occidentale, alors, oui. Valls, il dit que c'est un combat majeur, vital, existentiel pour ce que nous sommes. Donc, le combat contre les frères musulmans, contre le frérisme, est-ce que ça passe par l'interdiction du voile dans les compétitions sportives et pour les enfants jusqu'à 15 ans, comme le propose Attal, Gabriel Attal? Ça passe par une véritable volonté politique, et une volonté politique qui est partagée par nos concitoyens et surtout par ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir gagner les élections en perdant leur âme. Voilà. Pour autant qu'ils en aient une d'âme. Ces gens qui vont draguer cette population en l'essentialisant, en pensant que le simple fait qu'ils portent un prénom, un nom, ou qu'ils fréquentent les mosquées, sont des électeurs en devenir pour eux, parce qu'on va aller les flatter en leur disant qu'ils sont victimes d'islamophobie ou que sais-je encore. Et en fait, les premières victimes de cet islamisme radical, ce sont les musulmans eux-mêmes. Et à travers le monde, d'ailleurs. Pas seulement chez nous, en France. Et on reste en France. Jean-Luc Mélenchon, parce que vous parlez d'islamophobie. Il voit dans ce rapport documenté, donc je rappelle par les services de renseignement français, le fait, je le cite, c'était un tweet mercredi, que l'islamophobie a franchi un seuil. Il ajoute qu'il s'agit de méthodes qui a déjà été appliquées dans le passé, d'abord contre les protestants et contre les juifs. Il fait le parallèle avec la situation des musulmans dans la France d'aujourd'hui et celle des juifs pendant la Shoah ou celle des protestants. Écoutez, on sait très bien qu'effectivement les petits-enfants musulmans en France aujourd'hui n'ont pas le droit d'aller dans les jardins publics. Les musulmans n'ont pas le droit de détenir des téléviseurs chez eux, n'ont pas le droit de prendre le métro, n'ont pas le droit, c'est-à-dire toutes les lois anti-juives de Pétain et de Vichy, lui, il les transpose sur les musulmans aujourd'hui en France. Ou sont déportés dans des trains, dans des wagons. Est-ce que c'est sérieux, quoi? Je veux dire, mais comment on peut encore donner un soupçon de commencement d'importance aux propos tenus par ce personnage? Je ne sais même pas comment le qualifier. Enfin, c'est totalement ahurissant. On va revenir au qualificatif. Mélenchon qui reprend à son compte. Vous savez quoi? Ce que disait Éric Coquerel, l'un de ses adjoints. Oui, je sais qui c'est. 19 oui, mais je dis pour nos auditeurs. 19 octobre 2020 sur Sud Radio, le Coquerel. Il avait leur comparé la situation des musulmans dans la France d'aujourd'hui à celle des juifs pendant la période nazie. Ben voilà, mais chacun sait qu'effectivement, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Je disais, les enfants musulmans n'ont pas le droit d'aller dans les parcs publics. Je précise pour nos auditeurs que c'est l'ironie chez vous. Oui, non, mais oui. Oui, merci. Merci. Voilà, c'est de l'ironie. C'est l'ironie. Non, mais c'est tellement énorme. Mais c'est énorme ou c'est scandaleux de parler comme ça? C'est ignominieux.
mettez le qualificatif que vous Non, mais voulez, c'est mais amusant, on fait très bien. En réalité, Ouais. c'est de l'opportunisme. On sait, puisque c'est ressorti sur les réseaux sociaux, ça au bois ça de drôle et de bon, que Mélenchon disait exactement le contraire Bien il sûr. y a quelques années, mais Ouais. exactement le contraire. Il n'y avait pas plus farouche adversaire du voile, beaucoup plus que moi maintenant, aujourd'hui d'ailleurs, parce que je ne suis pas un adversaire ou un ennemi du voile comme lui l'était. Enfin, je veux dire, ce type est l'opportunisme à lui tout seul. Politique. On reparlera de lui précisément. D'abord, puisqu'on parle d'entrisme des frères musulmans, est-ce qu'il faut considérer la France insoumise comme l'un des lieux de l'entrisme islamiste? Est-ce que la France insoumise est l'un des lieux de l'entrisme islamiste, de l'entrisme des frères musulmans? Bah, évidemment. Évidemment Enfin, quoi? bah, évidemment oui. Mais oui quoi? Décidément, il faut que je le dise. Oui, dites-moi ce que vous voulez dire. Mais évidemment que LFI est un lieu d'entrée de l'entrisme des frères musulmans dans notre pays. Enfin, c'est une Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est une évidence. Mais tout me fait dire ça. Il y a qu'à voir les propos qui sont tenus, le lien entre les frères musulmans, évidemment, et le terrorisme, le Hamas, etc. L'impossibilité de dire que le Hamas est une organisation terroriste. Enfin, tout. Enfin, l'actualité, on va pas refaire on va pas refaire l'actualité depuis 2 ans. En revenant. Alors la question se posait. Idiot utile? Ouais. Point d'interrogation. Non, plus idiot utile. C'est quoi? Non, c'est pas des idiots utiles. En fait, ce sont purement et simplement des opportunistes. Ils attendent le retour. Idéologues? Même pas. Ouais. Si encore c'était des idéologues. Pas du tout. Ils attendent le retour. Attendent le retour sur investissement. Voilà. Et En fait, le retour sur calcul, investissement? ils ont mis en application la théorie imaginée par M. Boniface à l'époque au Parti Socialiste. Ah, ça m'intéresse de ce que vous dites. Bah, évidemment. C'est-à-dire? Eh ben, Vous M. faites Boniface. allusion, on précise, Je pour fais- nos auditeurs, à sa note de 2001. Hein, Je fais allusion qui disait quoi? au travail qui avait été fait par M. Boniface en 2001 pour le Parti Socialiste, qui a dit au Parti Socialiste, il faut arrêter d'aller sur les thèses de la communauté juive, d'Israël, etc. Faites un calcul. Regardez combien il y a de musulmans en France, regardez combien il y a de juifs. Donc il faut choisir les musulmans plutôt que les juifs. Bon, c'est exactement ce qu'a fait M. Boniface. À l'époque, il a été viré du Parti Et alors, Socialiste. vous savez ce qu'il dit Je aujourd'hui, suis pas sûr Boniface qu'il serait viré aujourd'hui, Voilà, vous d'ailleurs. savez ce qu'il dit aujourd'hui Boniface? Il n'a jamais dit ça. Moi, Bah, je dis, écoutez, il faut plus être en gros pro-israélien à cause de Sharon. C'est pas du Oui, tout non, ce mais en tout cas, ça, c'est une réalité historique. Ouais. Son rapport, ça lui a C'est valu écrit, d'être c'est- viré du c'est écrit. Parti Socialiste. Il y a- Eh bien, lui, il l'a imaginé, Mélenchon l'a fait. Donc, Mélenchon Voilà. est le fils de Boniface. En tout cas, il s'est inspiré de ça. C'est un calcul qui est purement arithmétique. Hein, 600 000 part de juifs, Boniface. 600 000 juifs, 6 millions de musulmans. En plus, en pensant, ce qui est totalement absurde, en essentialisant à la fois les uns et les autres. En pensant et, que... et surtout les musulmans. Heureusement, tous les musulmans Ne de sont pas France. antisémites. Mais alors, d'abord, et surtout, ils suivent pas Mélenchon. Il ne suit pas Mélenchon. Et alors, puisqu'on parlait de vos Enfin, j'espère. puisqu'on parlait des procès que vous avez, dont vous avez, dans lesquels vous avez défendu les partis civils, Barbie, Touvier, Papon, est-ce que vous imaginiez à l'époque qu'on en soit aujourd'hui, où on en est aujourd'hui? Bien sûr que non. Ouais. Bon, d'abord, j'étais jeune, surtout au moment du procès Barbie, j'avais à peine 30 ans. Mais bien sûr que pour moi, et surtout depuis le 7 octobre, c'est une... Voilà, il y a un avant, il y a un après, il y a à l'instar de nombre d'entre nous, de mes amis, sans doute de certains de vos auditeurs, le monde ne sera jamais plus comme avant, quoi. C'est un séisme dans nos vies, c'est un séisme dans ma vie. La première chose à laquelle j'ai pensé au lendemain du 7 octobre, c'était de dire je suis heureux que mes parents ne soient plus là. Et je crois que un grand nombre de nos concitoyens... Le fils de Simone Veil qui était là disait la même chose. Un grand nombre de nos concitoyens, proches, amis, et parfois intimes, ne comprennent pas ça. C'est incompréhensible. On ne peut pas décrire ce qu'on a vécu, ce qu'on vit. Et vous avez les larmes aux yeux quand vous dites ça. Quand vous pensez à vos parents. Non. Pas seulement à cette situation, quoi, qui est
qui est insoutenable, Mmh. insoutenable, et qui nous renvoie à un sentiment d'impuissance, et j'aime pas l'impuissance. Vous n'avez pas les puissances. Alors, un retour sur votre dernière déclaration. Quand vous avez établi ce parallèle entre Jean-Luc Mélenchon et le nazi Joseph Goebbels, vous avez déclenché la foudre des Insoumis et des critiques au-delà de LFI. Certains ont même dit que vous aviez commis une faute. Mélenchon a annoncé un procès. Il a dit qu'il allait vous poursuivre en justice. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait cette comparaison Mélenchon-Goebbels? Écoutez, je réserve mes explications au tribunal, puisqu'il m'a menacé d'un procès. Je l'attends, je peux vous dire, avec, vous savez, à la façon d'Obélix, chic des Romains. C'est une délectation pour moi, ce procès, s'il ose me le faire. Pourquoi une délectation? Parce que je l'attends, et puis là, il vient sur mon terrain. Pour le coup, je connais un petit peu mieux que lui. Mais peu importe, je veux dire que... moi, pas question de présenter des excuses. Mais présenter des excuses, je l'ai écrit. Le jour où lui présentera ses excuses pour les outrances, les ignominies dont il nous a globalement, et pas seulement les Juifs, affublés depuis 2 ans, le jour où il fera l'esquisse d'une excuse, alors là, je commencerai peut-être à y songer. Mais pour l'instant, d'abord, je n'ai pas comparé à Goebbels. Qu'est-ce que vous dites précisément? J'ai plus la phrase en tête. Non, mais aujourd'hui... on est sur la meute. Ouais. Et on me demande ce que j'en pense. Et là, je dis, toute proportion gardée. Déjà, je plaide pas pour moi, parce que franchement, encore une fois, ce procès, bon, qu'il me le fasse. Enfin bon, je dis d'abord, on est dans un débat, et je parle de Goebbels parce que je rappelle que Goebbels était pas seulement le ministre de la propagande, ce que tout le monde sait, mais il était également le ministre de l'éducation du peuple. Et là, pour moi, avec la meute, clac, ça connecte. Et aujourd'hui, vous dites quoi précisément? Toujours la comparaison Goebbels-Mélenchon? Mais je tire un parallèle, c'est pas faire une comparaison. Ouais. Je sais, je rassure les gens qui seraient inquiets pour ma santé mentale. Ouais. Je sais que Mélenchon n'est pas Goebbels. Il a vrillé, il est devenu fou. Je sais que... Et puis, franchement, je veux dire, que lui me reproche ce type de parallèle. Ouais. Non mais franchement, c'est un donc, gag. Par rapport aux parallèles qui ont été faits. Mais de tout, y compris musulmans d'aujourd'hui, juifs de 1940. Ouais. Je veux dire, mais on est chez les fous. Alors là, pour le coup, c'est pas moi. Je veux dire que c'est complètement... Bon, il a voulu ouvrir un contre-feu au sujet de la meute. Bon, moi, je considère que j'ai touché, que j'ai fait mouche, quoi. J'ai touché. Vous avez fait mouche pourquoi Pardon ? En quoi vous avez fait mouche ? Il est sorti de sa tanière, il est sorti de son tunnel, là, non ? Puisqu'il m'a menacé d'un procès. À ma connaissance, il n'en fait pas beaucoup, des procès. Ou alors, il en parle beaucoup. Il en avait fait un ici à Radio J à moi-même. Pardon ? Il en avait fait un ici à Radio J à moi-même. Il a perdu. Bon, écoutez, voilà. Il a pris un abonnement. LFI, est-ce que on peut dire que c'est le parti rouge-vert, celui de l'alliance entre l'extrême gauche et les islamistes ? Bon, écoutez, ça me renvoie à un fameux dîner du CRIF, ça. Sur les bleus, les verts gris, c'était ça. J'en sais rien, moi, les couleurs, les trucs comme ça. J'en sais rien. En tout cas, c'est un parti dangereux qui incarne, encore une fois, c'est ça qui est toujours pareil, qui incarne en partie une vraie révolte populaire légitime. Moi, je dis pas, je fais pas mon tapis de l'époque qui disait Le Pen est un salaud et les gens qui votent pour Le Pen sont des salauds. Mélenchon est un salaud, clairement, salaud. Oui, je le dis, oui, c'est une injure. Salaud, attendez, Mélenchon est un salaud, c'est un salaud antisémite ? Oui, moi je considère, c'est mon droit de le dire, je pense qu'effectivement c'est un mauvais homme. Non, mais la question c'est de préciser. Bien sûr qu'il est antisémite, en tout cas. Mais est-ce qu'il l'est fondamentalement ? Et j'en sais rien. Mais c'est encore pire, encore une fois. Moi, finalement, les antisémites qui idéologiques, je ne vais pas dire que j'ai du respect pour eux, encore une fois, mais d'une certaine façon, c'est moins blâmable pour moi que les gens qui le font par pur opportunisme. Moi, je ne crois pas que c'est pas son histoire, c'est pas sa culture d'être antisémite. Il est antisémite par opportunisme politique. C'est juste dégueulasse, quoi. C'est vil. Et je reprends votre terme, un salaud antisémite. C'est moi qui... Vous voulez que je reprenne votre terme, mais je le reprends volontiers, si vous voulez. C'est-à-dire
On arrête ce petit jeu. On arrête. Est-ce que vous parliez de l'extrême droite? Vous mettez un signe égal entre le RN et LFI? Oh, égal. Non, mais je sais pas, moi. Parce que à l'origine de votre combat, c'était le combat contre l'extrême droite. Mais bien sûr. Mais voilà. moi, je rappelle que moi, j'ai été parmi les premiers, comme avocat, après la loi Guesso, à plaider contre les négationnistes. Je n'oubliais pas que je suis lyonnais, que Forisson, Notin... Et Lyon 2, on n'a pas parlé de Lyon 2. J'ai plaidé tous ces dossiers. Vous venez de Lyon 2, mais vous avez vu ce qui s'est passé récemment. Donc j'ai travaillé sur le négationnisme. Et je n'ai jamais oublié que les premiers négationnistes ne viennent pas de l'extrême droite, mais de l'extrême gauche. Racinier, notamment. Le négationnisme vient de l'extrême gauche. Donc moi, j'ai toujours pensé, et ça c'est une discussion que j'ai avec ma regrettée maman, l'extrême droite, l'extrême gauche, à un moment, les extrêmes se rejoignent. Et quand d'ailleurs les extrêmes se rejoignent, extrêmes se rejoignent. Un certain nombre de personnalités, d'historiens disent le parcours de Mélenchon, c'est le parcours à la Doriot. Bien sûr, mais on m'a reproché Goebbels, qui n'était pas le bon exemple. On aurait préféré que je cite plutôt des dictateurs et des fascistes d'extrême gauche. Toujours est-il que pour venir à votre question, parce que je ne veux pas l'éluder, moi encore une fois, je suis factuel. Je suis un militant et je suis un combattant. Moi, j'observe simplement une chose, c'est qu'aujourd'hui, la haine, la peste antisémite, elle est beaucoup plus présente, beaucoup plus active du côté de l'extrême gauche. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. Ce qui ne veut pas dire... Mais en tant que parti, aujourd'hui, on guette le RN. On n'a jamais réussi, entre guillemets, pour autant qu'on ait tenté, de faire des procès sur les propos de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui. Voilà, ça c'est factuel. Maintenant, ceci étant, vous dire que tous ces gens d'extrême droite sont aujourd'hui les meilleurs amis des Juifs. Moi, je dis qu'une bonne partie d'entre eux le sont par opportunisme, parce qu'ils exècrent encore plus les Arabes et les musulmans que les Juifs. Ça aussi, c'est une réalité. Et que je dis à mes coreligionnaires, faites gaffe. Le tour reviendra. Le tour reviendra, mais vous dites, j'ai compris dans ce que vous dites, LFI, le premier parti antisémite de France, aujourd'hui. Ah ça me fait pas du tout peur de dire ça, je l'assume totalement, et c'est une réalité. Alors, pour conclure, un autre sujet, où vous situez-vous, Alain Jakubowicz, dans ce débat qui commence à diviser les communautés juives, en France et ailleurs dans le monde, sur Israël? Est-ce que le soutien inconditionnel à Israël a encore un sens aujourd'hui? Est-ce qu'il est légitime de critiquer la politique de Benjamin Netanyahou, comme l'ont fait notamment Johann Sfar, Delphine Orvillers et d'autres? Écoutez, ce débat, il est vieux comme Israël et il est vieux comme les Juifs. Il a toujours existé. Aujourd'hui, moi, je comprends Anne Sinclair, Delphine Orvillers et Johann Sfar. Moi, je ne l'aurais pas fait. C'est tout. Pourquoi ? Parce que mes enfants ne sont pas là-bas. Parce que je parlais avec une de mes amies dont les petits-enfants sont dans les unités qui sont rentrés dans les... Voilà, et tous ces gamins qui reviennent pas et qui se battent, je veux dire, pour nous. Je veux dire, c'est notre fierté. Bien sûr, on ne peut pas critiquer le gouvernement de Netanyahou, on doit critiquer le gouvernement de Netanyahou. C'est ce que font les Israéliens. Et avec quelle virulence, beaucoup plus que nous. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus autorisés que nous à le faire. Mais le soutien inconditionnel, il ne portera jamais sur un gouvernement quel qu'il soit. Il porte sur l'État d'Israël, sur le peuple d'Israël et sur la survie de l'État d'Israël. Et là-dessus, ce n'est pas transigeable. Voilà, on ne transige pas là-dessus. Merci en tout cas Alain Jakubowicz d'avoir passé ce moment avec nous, d'avoir témoigné. Merci. Bon dimanche sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Bon dimanche.